Le phishing, c'est pas une attaque, c'est un outil. Autant les entreprises que les gens à titre personnel. Populaire, entre guillemets, au niveau des entreprises, ça reste les faux virements ou les détournements de factures et d'IBAN. Bienvenue à cette semaine de la Transphonium. Pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, merci d'être restés en ligne ou d'être restés dans la salle. On commence du coup le sujet de cette journée de la semaine de la Transphonium qui est la cybersécurité. Le sujet a été rapidement abordé en introduction, notamment lors du mot des élus pour cette semaine. C'est transformation numérique et cybersécurité, ou avec cybersécurité. C'est-à-dire qu'il est super important pour une entreprise qui se lance dans tout projet de transition digitale de réfléchir à toutes les menaces qu'il peut y avoir derrière ces projets de transition digitale. Donc pour ça, on a un super panel d'experts Transphonium aujourd'hui. On a Caroline de Rubiana. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour, donc Caroline de Rubiana, je suis directrice du centre de cybersécurité régionale Cyberoc qui a été évoqué ce matin. Merci. On a également Alexandrine Pence. Bonjour, je suis Alexandrine Pence, avocate au barreau de Toulouse et j'ai un cabinet qui est spécialisé sur les thématiques de la transformation numérique. Merci. Et Christophe Vendran. Bonjour, je suis Christophe Vendran, donc directeur général de Cyblex Consulting, qui est un cabinet d'audit et conseil en cybersécurité. On accompagne les TPE, PME et ETI sur la mise en place et l'amélioration de leur sécurité informatique. Bon, tout d'abord, merci à vous trois d'être présents ici pour ce premier sujet autour de la cybersécurité et pour du coup ce rendez-vous de la cybersécurité un petit peu particulier. Donc je vous laisse la parole pour sensibiliser au mieux les entreprises qui nous écoutent ce matin aux enjeux de la cyber. Christophe, je te laisse faire l'intro. Ouais, c'est ça. Alors, qui sont les attaquants ou en fait, dire autrement, qu'est-ce qui mettez-vous à la place d'une personne, vous êtes une société, quelle que soit votre taille, et vous dites, tiens, qui peut m'attaquer ? En fait, ça peut être tout le monde. Ça peut être des personnes qui sont officielles, ça peut être des États. Alors vous dites, moi je suis une TPE, une PME, un État qui m'attaque. Oui, c'est vrai, vous avez raison, vous avez peu de chance. Mais de l'autre côté, à l'opposé d'un État, des organismes entre guillemets un peu plus officiels, vous avez des organisations ou des personnes qui peuvent juste essayer de s'amuser à essayer de vous escroquer de l'argent. Puisqu'au final, le but du jeu, c'est de dire, voilà, vous avez des données informatiques que vous manipulez tous les jours. Et donc ces données, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur pour tout un chacun, que ce soit un mail, que ce soit une coordonnée téléphonique, que ce soit un numéro de sécurité sociale. Encore mieux, un numéro de carte bleue ou autre. Toutes ces données, elles ont de la valeur. Il y a un marché derrière qui permet de générer énormément d'argent de façon assez sûre, donc moins risquée que vendre de la drogue ou d'autres choses illégales. Et donc, c'est ça que les attaquants veulent chercher chez vous, c'est vos données numériques, et quelle que soit votre taille et quelle que soit la nature de votre activité, puisque derrière, eux, ils peuvent en faire un business et ils peuvent gagner de l'argent avec, et beaucoup. Super. Alors justement, par rapport à toutes ces données, alors en fait, les attaquants ont développé un certain nombre d'attaques, justement. Leur objectif, c'est d'utiliser votre système d'information, soit pour prendre de l'information à l'intérieur, soit pour permettre des attaques vers d'autres entreprises et donc d'autres systèmes d'information. Ce qu'on constate au niveau des menaces, c'est 32% par rapport à... 32% des attaques sont liées à de l'usurpation d'identité. Donc, on imagine bien tout ce qu'on peut faire à partir du moment où on a récupéré des informations d'identité, des photocopies de pièces d'identité que tout le monde nous demande et qu'on envoie par mail à plein de gens, ce qui est une très mauvaise idée, des informations de cartes vitales, de données bancaires, etc. Donc, à partir de là, des personnes mal intentionnées peuvent, par exemple, ouvrir des comptes à votre nom, faire un certain nombre de paiements et donc avoir récupéré, gagner de l'argent grâce à ça.
30% du vol de données tout court, comme l'a dit Christophe, ça permet, en fait, ces données, on peut les revendre sur le Darknet. Ensuite, nous avons 23% de rançongiciel. Donc là, c'est lorsqu'on prend en otage en fait vos données et on vous demande une rançon. On y reviendra tout à l'heure. Et puis des attaques sur le système d'information qu'on peut bloquer et tout ce qui est bien entendu cyberespionnage, etc. Bon, et ce qui est aussi important de noter quand on a préparé ce rendez-vous de la sécurité numérique, c'est de savoir que ces attaquants aujourd'hui, ils sont super organisés. Il y a un gros réseau derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ? Tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans une économie de la cybercriminalité avec une économie parallèle avec des entreprises qui ont des services avec des hackers, des gens qui font les virus, des gens qui revendent les données, un service comptabilité, une hotline pour vous aider à payer la rançon, etc. Et donc, le développement gagne tellement d'argent, il y a un tel développement qu'effectivement, les attaques se sont systématisées. Très bien, merci. Alors, du coup, je vous propose qu'on fasse un petit focus sur certaines de ces menaces et dans un premier temps, un focus sur les rançongiciels. Hop. Petit quiz, alors ça va être compliqué que les gens répondent, vu le format. Mais je vous laisse 2 secondes pour réfléchir entre les 4 réponses par rapport à la question posée. Et donc, sans transition et pour gagner du temps, la réponse à la question est... Vas-y. Ah oui, j'ai la question. Je la regarde sur mon téléphone parce que de l'autre côté, c'est pas possible. Le rançongiciel est un logiciel malveillant qui, alors, première proposition, dérobe de l'argent sur votre compte bancaire. Deuxième réponse à la question, bloque l'accès à vos données pour vous soutirer de l'argent. Troisième réponse, récolte votre mot de passe. Ou, quatrième réponse, détruit vos données. Et la bonne réponse est, c'est un logiciel qui bloque l'accès à vos données pour vous soutirer une rançon. Alors, comme on l'a dit, vos données ont de la valeur. Projetez-vous dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous ne feriez pas sans informatique ? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, c'est projetez-vous en disant, tiens, qu'est-ce que dans mon travail au quotidien, à quel moment j'utilise l'informatique ? Et vous allez voir que vous l'utilisez énormément à beaucoup de moments des étapes de votre activité, que ce soit un produit ou un service. Et donc, projetez-vous en vous disant, un rançongiciel qui est un call malveillant qui m'empêche d'accéder au contenu de mes fichiers, qu'est-ce que ça a comme impact pour moi ? Voilà. Donc, vous allez vite vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir beaucoup travailler, voire même pas du tout. Ce rançongiciel, qu'est-ce que c'est ? Ou en tout cas, comment vous pouvez l'avoir ? C'est un virus. Projetez-vous pareil dans le virus de la grippe ou autre, peu importe, en disant comment je peux l'attraper. Je peux l'attraper quand je vais toucher quelqu'un, ou je vais être en contact avec quelqu'un. Et donc d'un point de vue informatique, ça veut dire quoi ? C'est quand je vais ouvrir la porte à quelqu'un d'extérieur qui est porteur de ce virus. Donc en l'occurrence, en termes informatiques, ça va être un site internet qui est malveillant, donc sur lequel je vais aller sur un site parce que j'ai trouvé un truc qui n'était pas cher à acheter, un téléphone qui n'est pas cher à acheter sur un site, mais ce site est malveillant, donc je vais dessus faire une action qui fait que ça va donner accès à mon informatique à moi, et donc que ce logiciel malveillant, donc ce virus, puisse s'introduire chez moi. Ou autre porte d'entrée aussi, je ne vais pas être exhaustif, mais la deuxième porte d'entrée la plus générale, c'est je reçois un mail d'une personne que je prétends connaître a priori, ou d'un organisme public, ou de ma banque, ou quoi que ce soit, bref, de quelqu'un qui usurpe, comme l'a dit tout à l'heure, l'identité d'une autre personne. Et à partir de là, donc j'ai confiance a priori dans ce mail, et je vais cliquer sur un lien qui est dans ce mail, ou ouvrir une pièce jointe qui est dans ce mail. Et ces 2 actions vont permettre à la personne extérieure malveillante de pouvoir accéder à votre informatique et donc de faire rentrer ce virus informatique chez vous et donc de bloquer vos données. Et encore une fois, quelle que soit votre taille, comme je disais tout à l'heure, quel que soit votre secteur d'activité, où que vous soyez géographiquement, n'importe qui peut être touché. Parce qu'il y en a, c'est des attaques qui vont être automatiques et d'autres qui peuvent être plus ciblées. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, tout le monde peut être touché et n'importe quoi. Et une fois qu'ils sont rentrés dans votre informatique, ils vous bloquent vos données et ils vous demandent de l'argent pour pouvoir vous les restituer, soi-disant. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Et donc l'idée, c'est de ne pas payer.
et donc pour ne pas payer et pour récupérer ces données. En amont, normalement, il faut mener des actions, mais on y viendra un tout petit peu après. Là, on va faire un deuxième focus sur une deuxième attaque très courante qui est les détournements de fonds. Et pour ça, je vais laisser Alexandrine vous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait. Les détournements de fonds, on a plusieurs typologies de détournements de fonds. Les plus populaires, entre guillemets, au niveau des entreprises, ça reste les faux virements ou les détournements de factures et d'IBAN. Ça consiste en quoi ? Ça consiste en fait pour les pirates à détourner les emails qui contiennent des pièces jointes, voire même parfois, je l'ai vu dans certains cas, à aller télécharger les factures de l'entreprise sur des serveurs mal protégés et du coup à récupérer les IBAN et les factures. Là-dessus, on a plusieurs façons d'opérer. Soit le pirate modifie l'IBAN pour que ce soit le sien et relance le mail pour qu'il arrive. Ainsi, on va avoir un fournisseur qui va lancer sa facture et en fait, le client va recevoir une facture avec un faux IBAN et le client va payer, croyant payer le fournisseur et en fait, il va payer le pirate. Voilà. Donc, il faut faire attention aux mails parce que souvent, c'est des mails qui vont comporter des erreurs un peu grossières et des IBAN qui tout d'un coup vont vous dire attention, j'ai changé de banque, je suis désormais basé en Hongrie ou en Pologne. On peut se méfier sachant que le prestataire est quand même en Occitanie. D'autres typologies, ça pourrait être aussi le fait de détourner, comme je vous disais, des factures, toutes les factures, un facturier d'entreprise. Ça permet à quoi ? Ça permet en fait d'effectuer les relances factures auprès des clients à la place de l'entreprise et là encore de pouvoir être payé. Donc le pirate va se faire payer à la place de l'entreprise. Donc là, c'est des choses qui sont un peu plus grossières, mais qui fonctionnent parce que l'entreprise ayant mal protégé son accès serveur aura laissé ouvert toutes les données de ses clients. Et effectivement, on se retrouve avec des détournements de fonds qui peuvent être très conséquents, voire qui peuvent être sur la totalité du chiffre d'affaires d'un trimestre. Ça n'arrive pas qu'aux TPE, ça peut arriver aussi aux professions libérales, ça peut arriver à toutes sortes de professions réglementées. Tout le monde est visé à partir du moment où on est sous surveillance finalement, sous cybersurveillance, sur scan, les pirates scannant régulièrement tous les faits et gestes sur les réseaux. Et je laisse Caroline enchaîner avec le phishing, qui est une partie de la surveillance. Alors, le phishing. En fait, on a vu des attaques tout à l'heure. On a parlé d'usurpation d'identité, on a parlé de rançongiciel, on parle de cyberescroquerie. Le phishing, ce n'est pas une attaque, c'est un outil, en fait. C'est une façon de procéder qui va permettre de générer des attaques ou du vol de données, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'envoyer un mail qui a l'air légitime. Alors, on a aussi les SMS. Et d'inciter une personne à cliquer sur un lien pour l'amener sur un portail qui semble légitime, mais qui ne l'est pas. Donc, par exemple, pour l'amener à donner ses coordonnées bancaires. Même pour répondre à un mail à un pirate en croyant qu'elle est en train de discuter avec quelqu'un qu'elle connaît. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'amener une personne à divulguer de l'information, à faire une action en se croyant dans un environnement qui est le bon environnement, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faut être vigilant avec les mails parce que la problématique des mails, c'est qu'on n'a pas l'assurance, enfin, à part si tout est vraiment bien réglé, mais ce n'est pas si simple que ça, que la personne qui vous a expédié le mail est bien l'expéditeur, parce que le système Internet fait qu'on peut être n'importe qui et envoyer un mail avec juste une ligne de code en mettant l'adresse mail qu'on veut. Donc, et comme il n'y a pas de concordance entre le serveur émetteur et le mail et le serveur qui est propriétaire du nom de domaine associé à l'email, eh bien, en fait, le mail passe. Alors, je vous dis, il y a des réglages qui font que ça peut être détecté, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut être vigilant, bien regarder ce qu'il y a dans le mail et voir si c'est cohérent avec ce que vous faites d'habitude. Et sinon, ne pas hésiter à demander à quelqu'un son avis sur ce mail. Est-ce qu'il est légitime ou pas ? Merci Caroline, c'était concis mais très clair. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, il y a un chat qui est animé par Jérémy Ozon, donc n'hésitez pas à lui poser les questions dans le chat et on y répondra juste après.
On se rend aussi compte que la cybersécurité, donc là on a présenté des grandes menaces, les grandes attaques, mais tout ça, on peut j'ai envie de dire on peut les empêcher d'arriver, ces menaces, avant tout avec l'humain. Et pour l'humain, je vais laisser Caroline nous en dire un petit peu plus, côté humain. Voilà, donc, bien entendu, hein, la sécurité de nos informations et les cyberattaques, c'est un domaine assez complexe. Cependant, on se rend compte que la plupart du temps, il y a le facteur humain qui est rentré en jeu. Parce que nous, on ne peut pas contrôler tout ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas forcément des bonnes habitudes numériques, et les pirates le savent bien. Et d'ailleurs, les attaques, on parlait du phishing, touchent autant les entreprises que les gens à titre personnel. Plein de gens ont reçu un SMS en leur disant qu'il fallait qu'ils activent leur carte vitale et qu'il fallait tout de suite cliquer sur le lien. Donc les pirates, ils utilisent nos faiblesses psychologiques. Souvent, il y a un caractère d'urgence. Ou alors, c'est un super lot et vous allez gagner un iPhone 14 pour 4 €, je ne sais pas quoi. Donc voilà. C'est vraiment les pirates, ils utilisent nos faiblesses humaines, ils nous manipulent et ils utilisent cet élément-là pour rentrer, pour mettre un pied dans l'entreprise et pouvoir perpétrer une attaque plus importante derrière. Et du coup, pour empêcher ça, c'est quoi? C'est de la sensibilisation, du coup? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement diminuer ce facteur humain? Alors, il faut former les personnes. Je pense que Christophe va en parler juste après. Ça fait partie du plan que doit mettre en place l'entreprise. Mais de toute façon, à titre personnel, et vous le verrez à la fin de la présentation, il faut vraiment se former de façon générale sur ces aspects-là. Et on a l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a mis en ligne un MOOC, un Massive Open Class, et Online Class, c'est ça. Et je ne me rappelle jamais exactement la signification de l'acronyme du MOOC. Donc, c'est un cours en ligne, on va faire simple. Et vraiment, je vous invite à le faire. C'est un peu long, mais vous aurez une connaissance assez complète de la problématique et des bonnes pratiques dans ce domaine-là, pour vous protéger à titre personnel comme pour protéger l'entreprise. Merci beaucoup. Du coup, le prochain sujet qu'on aborde, c'est le facteur, là du coup, plutôt technique et gouvernance. Et pour ça, on va demander à Christophe de nous en dire un peu plus. Juste, avant de commencer, juste une petite parenthèse sur la définition, parce qu'on parle beaucoup de cybersécurité, mais on n'a pas dit exactement la définition. En fait, la définition de la cybersécurité, c'est l'ensemble des moyens techniques et non techniques qui permettent de protéger vos données sous l'angle disponibilité, ce qu'on appelle nous DICT, donc disponibilité, intégrité, traçabilité et confidentialité des données. Donc, à partir de là, j'ai dit technique et non technique. Si je fais le parallèle, c'est pour protéger votre logement. Si vous voulez mettre une porte blindée, vous pouvez mettre une super porte blindée, c'est la technique. Mais si vous n'expliquez pas aux personnes qui utilisent la porte qu'il faut la fermer à clé et qu'il ne faut pas laisser la clé sur la porte, ça c'est la gouvernance, votre porte, votre super moyen technique, il n'aura aucun effet. Mais c'est la même chose en termes de sécurité des systèmes d'information. Il faut mettre en place des solutions techniques et des solutions, ce qu'on appelle de gouvernance, qui sont des bonnes pratiques de sécurité au-delà de la technique, et l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je pense qu'on détaillera après, c'est ça, les bonnes pratiques, un peu plus loin. Mais voilà, il faut avoir en tête que ce n'est pas parce que vous mettez un super antivirus, un super firewall, que vous êtes complètement protégé. Non, ça fait partie d'une des bonnes pratiques, mais parmi tant d'autres. Et c'est quelque chose qui est long, qui est complexe, qui est contraignant, je veux dire, qui est long et qui est contraignant, la sécurité informatique, et qui peut en effet coûter cher suivant la taille des sociétés et suivant l'activité. Voilà. Je finis ici sur une note positive. Merci. Hop. Et du coup, le dernier facteur qu'on voulait aborder, c'était le facteur juridique. Oui, le juridique, on pourrait se dire en termes de sécurité, on va parler effectivement uniquement technique ou organisationnel, mais le juridique en matière informatique, en matière de cybersécurité, est très prégnant. On va effectivement protéger l'entreprise par ce lien-là. On va avoir déjà toute la réglementation RGPD, mais pas que.
Au départ, à quoi ça va nous servir de nous protéger? Déjà, à pouvoir réagir, à pouvoir avoir cette résilience, cette réactivité lorsque l'attaque va arriver. C'est-à-dire que ce jour-là, il faut que les gens soient formés, qu'ils sachent exactement quoi faire, et au plan juridique, pour récupérer la preuve. Et au plan pratique, s'ils ont été cadrés et qu'ils sont bien formés, ils savent aussi quelles sont leurs prérogatives juridiques. Et donc, est-ce que je vais cliquer ou pas? C'est aussi un acte juridique de savoir si je dois télécharger cette pièce jointe ou pas. Derrière, savoir le dire à son N+1 ou à son N+2, c'est aussi un acte juridique, puisque c'est lui qui va être responsable et qui va être tracé dans la cartographie des acteurs et des responsables du RGPD pour être le décisionnaire de cette réactivité. Cette résilience juridique, on l'organise par un plan de continuation d'activité, par exemple, par un registre des traitements, par des bonnes pratiques juridiques qui peuvent aller très loin. Effectivement, la loi nous contraint à ça, puisqu'on a des sanctions qui sont très fortes. L'obligation de sécurité est inscrite dans le RGPD. Elle n'y est pas détaillée parce qu'elle laisse effectivement aux entreprises la possibilité de se mettre en sécurité en fonction de leur niveau de maturité et de leur impact. On ne va pas mettre en sécurité de la même manière une SS2I ou bien une boulangerie ou encore une entreprise du numérique. Mais néanmoins, toutes les trois auront besoin de sécurité informatique et relative à leurs données personnelles. Donc, on va plutôt se référer à des normes ISO 27001, etc., mais qui ont force de loi à un moment donné et qui sont petit à petit intégrées dans la législation. Aujourd'hui, dans les jours qui sont passés, on a la directive NIS 2 qui est sortie et qui nous rappelle, qui nous fait déjà un petit bilan. NIS, c'est une directive qui parle uniquement de sécurité informatique et au départ que pour les grosses entreprises très ciblées. Aujourd'hui, ce degré de sécurité, il est en train de descendre et la Commission européenne a bien dit que toutes les entreprises, tous secteurs confondus, devaient discuter entre elles, de mettre en place des bonnes pratiques juridiques et pouvoir établir des référentiels. Il va y avoir presque 27% de budget qui devrait être consacré par chaque entreprise sur la cybersécurité, une entreprise qui doit se doter d'outils. Alors, au plan juridique, ça veut dire aussi se doter peut-être d'un DPO, peut-être aussi pouvoir montrer et justifier à chacun de ses salariés qu'est-ce qui est mis en place juridiquement dans l'entreprise. Ça permet de la valoriser. J'écoutais des fonds qui me disaient qu'une entreprise qui n'est pas suffisamment sécurisée, elle se ferait attribuer une mauvaise note en cas de levée de fonds. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Il n'y a pas que des sanctions. On peut aussi avoir un gage de qualité à montrer parce que si l'entreprise elle est trop ouverte et trop sujette à des attaques, elle n'a pas vraiment de valeur puisque quelques jours après, la personne qui a mis de l'argent verra sa valeur partir en fumée auprès des pirates. Donc l'idée, c'est de pouvoir justifier aussi de ceci à l'égard de ses partenaires financiers et de ses partenaires commerciaux. Donc le juridique va toucher l'interne, il va toucher l'externe, il va toucher les bonnes pratiques, l'organisationnel, il va permettre à ce que chacun des organes dans la société puisse discuter, pouvoir faire remonter les bonnes informations aux bons décisionnaires et que le jour où ça va arriver, parce qu'en fait, on parle bien du jour où ça arrive. On est tous sujets à un cambriolage dans sa vie. C'est la même chose pour le piratage informatique. Ce n'est pas ainsi, c'est quand. Et le jour où ça arrive, il faut savoir réagir. On sait réagir en cas de cambriolage, on sait qui appeler. C'est pareil en cas d'attaque informatique. Il faut avoir le numéro de son assureur, de son avocat, savoir comment faire pour établir une plainte, pour recueillir la preuve, pouvoir remonter les bonnes informations dans les heures qui suivent, parce que tout s'en va, on le dit, et peut-être ça sera répété, en moins de 24 heures, on n'a plus de traces informatiques pour pouvoir récupérer les bonnes preuves, rattraper un virement, etc. Donc le juridique permet d'organiser tout ça en amont, et l'organisationnel va permettre de diffuser le juridique qui est mis en place. Voilà, je laisse la suite pour les bonnes pratiques techniques. Juste pour compléter, pour donner l'importance que ça peut avoir, cette directive NIS 2, c'est pas qu'une directive, ça va être une loi qui va être inscrite dans la Constitution et chaque pays membre de l'Union européenne va devoir inscrire ça dans sa loi et donc ça va être une obligation auprès d'une certaine typologie de société, en fonction de taille, en fonction de typologie d'activité critique, d'être à un certain niveau de maturité en termes de sécurité informatique. Donc ça peut peut-être
pas a priori vous toucher, sauf que réfléchissez qui sont vos clients, puisque cette loi, parce que ça va être une loi, va obliger les plus gros qui rentrent dans cette catégorie à décliner ces exigences de sécurité informatique à leurs sous-traitants, donc qui en général sont plus petits. Donc projetez-vous en disant tiens, c'est qui mon client, quelle taille ils ont, et peut-être que demain, ce sont vos clients qui vont vous demander, pour pouvoir ne serait-ce que continuer à travailler avec vous, ou pour pouvoir gagner un marché, d'avoir un certain niveau de maturité en termes de sécurité informatique. Sachant qu'en plus, ça touche aussi tous les producteurs de produits connectés. Donc, à partir du moment où on met sur le marché un produit, la directive NIS 2 va obliger à avoir un certain niveau de sécurité, sinon on ne pourra même pas avoir la marque CE. Donc je pense que ça va effectivement un petit peu changer l'approche de la prise en compte de la sécurité au quotidien. Merci pour toutes ces infos. Alors du coup, en termes de bonnes pratiques pour les entreprises et même les particuliers qui nous écoutent, alors peut-être là, dans un premier temps, je peux vous demander, pour vous, si vous deviez recommander une chose aux entreprises, qu'est-ce que ce serait? Et puis bon, on va tourner. Et puis après, du coup, la plus importante selon vous, on commence par Christophe. Alors, une des plus importantes, c'est déjà faire des sauvegardes, par exemple, puisque si demain, vous n'avez plus accès à vos données informatiques, si vous avez fait une bonne sauvegarde, alors on va rentrer dans les détails techniques de qu'est-ce qu'une bonne sauvegarde, si vous avez une bonne sauvegarde, vous pouvez récupérer vos données et a priori retravailler un peu plus vite que si vous n'aviez rien sauvegardé. Alors, une fois que la sauvegarde est dit, c'est vrai qu'on a un peu tout dit. Mais les b.a.-ba qui sont avoir un gestionnaire de mots de passe, ne pas avoir les mêmes mots de passe pour tous les sites sur lesquels on va et surtout faire des mises à jour, c'est des b.a.-ba. Hein. Voilà. En fait, moi, ma recommandation, c'est que c'est assez difficile de sécuriser quand ce n'est pas son domaine. Surtout, on a dit ce matin, il y a 95,5% des entreprises en Occitanie qui ont moins de 10 salariés. Donc, vous pensez bien que le chef d'entreprise, ce n'est pas sa préoccupation première, la sécurité, il ne sait pas par quel bout le prendre. Donc moi, en fait, ma recommandation, c'est de ne pas rester tout seul et de se faire accompagner. On a énormément d'acteurs en cybersécurité sur le territoire d'Occitanie et il faut vraiment se faire accompagner. Il faut une relation de confiance avec un acteur qui conseille et aide l'entreprise à mettre toutes ces bonnes pratiques en place en fonction de la structure de l'entreprise. Il faut que ça soit adapté. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là dépend vraiment de ce que fait l'entreprise, de son cœur de métier, de ses informations, de sa relation, si elle travaille avec l'international, elle travaille plutôt en local. Enfin, donc, il faut un expert pour accompagner. Le chef d'entreprise tout seul, il ne peut pas y arriver. Bon, pour la partie expertise, on va en reparler du coup tout à l'heure quand on reviendra sur Cyberrock. Bon, sinon, après, dans les bonnes pratiques qui ont été listées, et si vous souhaitez revenir dessus, donc voilà, des mises à jour aussi de logiciels, des authentifications fortes, du coup, avec les mots de passe. Puis le micro. Ne pas se connecter à des Wi-Fi qu'on ne connaît pas. Voilà. Et si vous le faites, pensez vite à avoir un VPN. Ou sinon, par défaut, si vous avez un doute, connectez-vous avec du partage de connexion avec votre téléphone, qui a priori est sécurisé. Quand je dis a priori, ça dépend. Vous avez très bien pu, comme avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez pu ouvrir un mail ou aller sur un site via votre téléphone, qui fait que votre téléphone peut être corrompu aussi. Mais au moins, déjà, essayez de ne pas vous connecter à des Wi-Fi publics, aéroports, hôtels, etc. Et faites-le plutôt avec votre téléphone. Merci pour ces précisions. Donc, un antivirus aussi de qualité. Des copies régulières, donc c'est les sauvegardes, donc les réseaux Wi-Fi sécurisés et le VPN dont tu parlais. Un petit complément. Et faites attention aux informations que vous publiez sur les réseaux, sur vos sites internet, qui donnent énormément d'informations aux pirates et leur facilitent la vie pour vous attaquer. Hop. Mais alors, je crois que tout ça, on le retrouve, on en a rapidement parlé
On en a rapidement parlé tout à l'heure avec le MOOC de l'Annecy. Bon, on y reviendra aussi. Nous, concrètement, ce qu'on fait à la Mêlée, à travers cette grosse semaine de la Transfonum et ces événements, ces rendez-vous de la sécurité numérique qu'on va organiser sur les territoires, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser les entreprises aux enjeux aux enjeux de la cybersécurité. Donc les cybermenaces, les cyberattaquants, etc. Vraiment pour vous donner les bonnes pratiques pour ne pas vous faire attaquer. On entendait tout à l'heure des chiffres qui font un peu froid dans le dos, c'est que 50% des entreprises se font attaquer et 50% ne s'en remettent pas. Donc c'est juste énorme et c'est pour ça que c'est important vraiment vraiment notre mission, c'est de vous sensibiliser à tout ça pour mettre en place les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Donc voilà, on organise ces rendez-vous un petit peu partout en Occitanie. On a pour objectif d'aller sur tous les territoires en 2023. Voilà, si vous êtes je sais pas, dans le Lot, en Ariège ou dans le Gers, et que vous souhaitez assister à un de ces rendez-vous, vous pouvez toujours nous contacter transfonum@lamêlée.com. On organise aussi des événements, des actions d'accompagnement à travers des coachings qui seront animés. Il y en aura un qui sera animé cet après-midi. Il est encore temps de vous inscrire avec l'opération Tous en ligne maintenant, qui est 100% financée par BPI France pour les entreprises qui ont plus de 2 ans et qui font plus de 15 000 € de chiffre d'affaires. Et là, on a un sujet spécifique sur la cybersécurité et comment sécuriser ses usages sur le web. Donc voilà... entre autres, ce qu'on peut faire à la Mêlée en matière de cybersécurité. Comme je vous le disais, les bonnes pratiques. Le MOOC de l'Annecy, on vous a mis l'URL pour accéder aux cours en ligne. Vraiment, je vous invite à le faire. Ça prend un peu de temps. Vous pouvez étaler ça sur plusieurs jours, mais ça va vraiment vous éclairer et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la sécurité de votre système d'information, de quoi on parle exactement et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quelles sont les bonnes pratiques à essayer d'adapter à votre quotidien. Et puis, de toute façon, l'Annecy met aussi des guides en ligne que vous pouvez retrouver ici. Là, il y a la cybersécurité pour les TPE-PME en 12 questions qui est à avoir sur votre table de chevet. Oui, c'est vraiment un site qui est très riche en contenu. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller le consulter. Il est... voilà, c'est vraiment super intéressant. Et alors, du coup... Oui, non, mais moi, je disais rien au début, puis en fait, à la fin, je prends la parole en permanence. Donc, juste pour vous parler du centre de cybersécurité régional Cyberoc, qui a été créé en juin dernier et qui ouvre le centre d'urgence mercredi pour répondre aux entreprises, aux collectivités, lorsqu'elles sont attaquées. Donc, on vous communiquera le numéro mercredi matin. Et juste un point, justement, l'objectif de Cyberoc, c'est de vous donner de l'information, d'animer des ateliers, de travailler sur différents sujets qui sont énumérés sur la slide. C'est aussi de vous proposer donc, le portail Cyberoc, qui rassemble aussi les informations qui ont été évoquées tout au long de cette présentation. Vous pouvez retrouver le lien vers le MOOC de l'Annecy, le lien vers les guides de l'Annecy, une page sur les événements en Occitanie. Et d'ailleurs, la journée de la cybersécurité aujourd'hui était annoncée sur Cyberoc. Donc voilà. Quand vous avez besoin d'informations, allez sur le portail Cyberoc. Si vous ne trouvez pas, vous nous envoyez un mail et on essaiera d'y répondre rapidement. Et à partir de mercredi, de passer un coup de fil aussi. Alors seulement si vous êtes attaqué. Et j'espère que vous ne le serez pas. Alors maintenant, du coup, on va... si vous avez des questions dans la salle ou en ligne, n'hésitez pas à nous les remonter. Peut-être le temps de récolter ces petites questions, on peut faire un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion de nos experts ici présents. Anticiper. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, parce que des fois, une fois que le mal est fait, si vous n'avez pas mis un certain nombre de choses en place au départ, excusez-moi d'être un peu direct et un peu négatif, mais vous ne vous en relèverez pas, ou alors ce sera dans la douleur, et ça vous aura coûté cher.
et avec des conséquences qui peuvent être durables et voire même des poses de bilan de société. Voilà. Désolé encore une fois pour cette touche positive. Mais on anticipe, du coup c'est bien. Anticiper, c'est le mot que je vais reprendre, parce que c'est effectivement une des seules choses à faire. On ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver, et ça va vous permettre aussi de pouvoir réagir au plan juridique, de pouvoir être indemnisé. Voilà. Pour reprendre un peu tout ce qu'on a dit et d'une façon un peu logique avec la formation, c'est impliquer toute l'entreprise dans cette démarche. Il faut que tout le monde comprenne l'enjeu. Et alors après, chacun, en fonction de son niveau dans l'organisation, ne va pas forcément suivre la même formation. Mais en tout cas, il faut que tout le monde soit impliqué, parce que les pirates, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'entreprise par la personne qui est juste préposée à une action assez simple et qui ne pense pas qu'elle est importante, alors qu'en fait, elle a accès au système d'information et elle est un moyen de rentrer dans l'entreprise. Donc vraiment, il faut que tout le monde soit impliqué et comprenne les enjeux. Et parlez-en régulièrement. Est-ce que vous avez peut-être une question pour nos experts ici présents dans la salle ? Vous demandez s'il existe un accompagnement ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour se doter d'une charte informatique. D'utilisation des outils, dit juridiquement, on va appeler ça une charte informatique. Cette charte informatique qui doit être adossée au règlement intérieur de l'entreprise. Et souvent, les entreprises de moins de 10 salariés n'en ont pas parce que ce n'est pas obligatoire, malheureusement. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire qu'il ne faut pas le faire. C'est fortement recommandé. Donc effectivement, vous pouvez vous adresser à un avocat pour cela qui pourra vous accompagner sur la rédaction de la charte informatique et qui va vous accompagner sur la vérification que votre règlement intérieur est bien adapté aussi à cette charte informatique, puisqu'il va falloir y mettre quelques clauses spécifiques, et que ça n'empêche pas d'avoir aussi des clauses dans le contrat de travail qui puissent d'ores et déjà impacter les salariés et peut-être aussi impacter le niveau de responsabilité de certains managers qui vont être amenés effectivement à être responsables de traitement en interne, en fait, parce que lorsque l'on est, par exemple, DRH ou manager d'une équipe et qu'on se dote d'un petit outil ou qu'on autorise certains outils numériques de la maison à venir se connecter au SI de l'entreprise, eh bien, on est ce qu'on appelle responsable de traitement en interne. Et c'est un niveau de responsabilité qu'il faut savoir aussi gérer d'un point de vue droit social et d'un point de vue contrat de travail. Donc il y a effectivement toute une appréhension du microcosme de l'entreprise par rapport à l'organigramme, par rapport aux pratiques qui doit être pris en compte. Il faut vraiment que ça colle à la vie de l'entreprise et aux usages réels de l'entreprise. Et en complément, là on parlait de l'aspect humain, droit, et en complément, en général, on a un corpus documentaire qui vient en complément d'une charte informatique qui s'appelle une PSSI, une politique de sécurité des systèmes d'information, qui est un document qui est vulgarisant sur les bonnes pratiques de sécurité informatique. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut même décliner ça avec des directives dans lesquelles on va décliner les bonnes pratiques de façon plus concrète et des fois un peu plus technique, uniquement aux personnes qui ont en droit d'en connaître. C'est-à-dire, par exemple, on peut décliner une politique d'entrée et sortie des salariés en disant, voilà, mais qui est uniquement à destination de la DRH. Qui va gérer, qui va avoir à gérer. On dit, tiens, comment on fait quand il y a une personne qui arrive dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on lui fait signer, etc. Quel accès on lui donne informatiquement. Et puis après, quand la personne quitte l'entreprise, alors que ce soit un salarié ou un sous-traitant ou un intérimaire, peu importe, voilà, comment on coupe ses droits, qui les coupe, etc. Voilà. Merci pour vos précisions. J'espère que ça a répondu à votre question. En partie. Est-ce que on a d'autres questions dans la salle éventuellement ? Je me retourne vers la régie pour savoir s'il y a une petite question en ligne, mais j'ai l'impression que vous avez été super clair. Donc merci beaucoup. Merci à vous trois pour cette présentation et cette intro autour des sujets de cybersécurité qui vont continuer d'animer toute cette journée de la semaine de la transformation. Merci à vous trois.